Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis très heureux de vous retrouver. Nous allons braquer aujourd'hui nos projecteurs sur certains événements qui se sont déroulés pendant la pause estivale de votre émission. Nous commencerons par le Maroc, où nous évoquerons et analyserons le contenu des deux derniers discours du roi Mohamed VI et leur impact sur la communauté internationale. Puis nous nous tournerons vers les États-Unis qui se préparent pour les prochaines élections sénatoriales prévues dans 2 mois. Autre événement survenu cet été, le FBI a perquisitionné la résidence de Donald Trump située à Mar-a-Lago, en Floride, et saisi des cartons de documents confidentiels que l'ancien président avait omis de rendre après avoir quitté la Maison-Blanche. Cette perquisition, menée par la police fédérale le 8 août, était inédite pour un ancien chef d'État. Nous verrons aujourd'hui quels sont les impacts de ces 2 événements. En juillet dernier, le président Joe Biden a effectué sa première tournée au Moyen-Orient. Dans la bande de Gaza, des combats sanglants ont éclaté entre Israël et le mouvement du djihad islamique et nous ferons le point sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. Concernant l'Iran, le monde entier attend chaque semaine la conclusion d'un accord international sur le programme nucléaire, mais cela ne s'est pas encore produit. Nous verrons quelles sont aujourd'hui les attentes concernant ces négociations. Nous discuterons également des combats qui se poursuivent en Ukraine et qui continuent d'avoir des effets dévastateurs sur le monde, alors que les prix du gaz continuent d'augmenter et que l'Europe est confrontée à une crise économique inédite. Nous discuterons et analyserons ces développements avec 2 experts ayant une connaissance approfondie des enjeux et bouleversements sur la scène géopolitique mondiale. Il s'agit de Saïd Erekat et du docteur William Lawrence. Le docteur Erekat est un écrivain et conférencier palestinien célèbre. Il est chef du bureau de Washington pour le journal Al-Quds et professeur à l'université américaine. Quant à notre second invité, le docteur William Lawrence, il est professeur de sciences politiques et des affaires internationales à l'université américaine de Washington, D.C. Il a précédemment travaillé comme directeur du département Afrique du Nord à l'Institut de recherche International Crisis Group. Il a également été directeur associé du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord chez le Center for Study of Islam and Democracy. Merci messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Mais avant de commencer la discussion, je vais donner la parole à notre chroniqueur George Landrit, qui est en ligne avec nous depuis chez lui. George, commençons par la politique américaine. Le 8 août, le FBI a obtenu un mandat de perquisition du juge fédéral afin de fouiller la maison de l'ancien président Donald Trump en Floride. Les agents du FBI ont saisi des cartons de documents confidentiels que l'ancien président n'avait pas rendus, en dépit des demandes qui lui avaient été adressées. Parmi les textes saisis figurent 18 documents classés top secret, plus de 50 classés secrets et 31 confidentiels. En outre, le président américain Joe Biden a prononcé jeudi 2 septembre un discours cinglant dénonçant l'extrémisme de son ancien rival à la présidence de la Maison-Blanche et de ses partisans. À ce propos, je vous cite un extrait. Donald Trump et les républicains MAGA, Make America Great Again, représentent un extrémisme qui menace les fondations même de notre République. Fin de citation. Alors à cet égard, j'ai 3 questions à vous poser. La première, pensez-vous que le président Biden a exagéré en formulant de tels mots? Deuxième question, le département de la justice des États-Unis va-t-il engager des poursuites pénales contre Donald Trump, ce qui n'est jamais arrivé contre un ancien président des États-Unis? Et enfin, quel est l'impact de ces développements sur les prochaines élections sénatoriales américaines en novembre? Écoutez, je pense que le président Biden profite d'un buzz médiatique exagéré. Si on se réfère à l'histoire, je ne pense pas qu'il soit juste de dire que la remise en question des résultats des élections est une forme de fascisme. À titre d'exemple, en 2000, 2004 et 2016, les démocrates ont remis en question les résultats des élections et je ne pense pas qu'ils étaient fascistes. Je ne pense pas non plus que Stacey Abrams, la candidate démocrate en Géorgie, qui a remis en question les résultats des élections de l'État pendant 4 ans, soit fasciste. Et je pense que ce genre de rhétorique va dans la mauvaise direction car elle ne sert pas l'image de la politique aux États-Unis.
Quant à votre deuxième question, il est difficile de prédire précisément ce que feront les autorités judiciaires et le FBI, car ils ont récemment démontré qu'il existe un agenda politique à cet égard. Cela m'inquiète énormément en tant qu'avocat qui croit en la suprématie de la loi. The truth is, in 2016, after Trump won, I said it would have been a huge mistake to go after Hillary. La vérité est qu'en 2016, après la victoire du président Trump aux élections, j'ai dit que c'était une grave erreur de chercher à inculper la candidate démocrate Hillary Clinton pour corruption et utilisation abusive d'informations classifiées, à moins qu'il n'y ait des preuves irréfutables qu'elle avait commis des crimes. I don't think it's helpful when the winner of an election uses the power of government to go after their opponents. That's what third world banana republics do. And I don't want us to become that. En effet, tout le monde est d'accord que le fait d'accuser les autres est une approche qu'on doit absolument éviter. Je pense qu'il est inutile pour le vainqueur de la présidentielle d'utiliser le pouvoir du gouvernement pour dénoncer son rival. C'est ce que font les politiciens dans les pays du tiers-monde et je ne veux pas que nous soyons comme eux ici aux États-Unis. De ce fait, je ne pense pas que le cas de Trump soit traité aujourd'hui comme il s'agissait d'un crime, car l'ancien président Obama, 5 ans après avoir quitté la Maison-Blanche, discute toujours avec les archives nationales des États-Unis, des documents à conserver et des documents à restituer. C'est exactement comment les documents présidentiels sont traités. En effet, la résidence d'un ancien président américain n'a jamais été prise d'assaut auparavant. De ce fait, je suis entièrement d'accord avec l'analyse du professeur de droit de l'Université de George Washington, Jonathan Turley, qui est un démocrate qui s'est dit préoccupé par l'action du département de la justice et du FBI. Concernant la façon dont ces développements pourraient affecter les élections de mi-mandat de novembre au Congrès américain, je pense que cela pourrait mobiliser l'électorat des deux camps, car il y a généralement moins de participation pour ces élections par rapport aux présidentielles. Mais je pense que si ces développements mobilisent les deux camps, cela pourrait aider un peu les démocrates. If it motivates both sides, it could help Democrats a little bit because historically, to be blunt, the out of power or the out of White House group. Franchement, le côté qui est à l'extérieur de la Maison-Blanche est historiquement le plus motivant et cela pourrait aider à éviter un manque de participation électorale et nous verrons ce qui se passera. Mais l'essentiel est que ce genre de processus n'est pas bon pour la vie politique américaine. Merci George pour cette analyse. Bien entendu, on peut s'attendre à plus de divisions aux États-Unis dans les mois à venir. Je pense que ce sera le fait marquant de cette période aux États-Unis. William, tournons-nous maintenant vers le Maroc. Le roi Mohamed VI a fait la une de la presse internationale cet été à l'occasion de la fête du trône et de celle de la révolution du roi et du peuple. Dans son discours adressé à la nation à l'occasion de la fête du trône, le souverain a lancé un message à l'Algérie pour établir des relations normales. Par ailleurs, le roi a adressé un discours à la nation à l'occasion de la révolution du roi et du peuple. Le sujet du Sahara marocain est au cœur de ce discours royal. On l'écoute. Compte tenu de ces développements positifs impliquant des pays de tous les continents, je voudrais adresser un message clair à tout le monde. Le dossier du Sahara est le prisme à travers lequel le Maroc considère son environnement international. C'est aussi clairement et simplement l'aune qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. S'agissant de certains pays, comptons parmi nos partenaires, traditionnels ou nouveaux, dont les positions sur l'affaire du Sahara sont ambiguës, nous attendons qu'ils clarifient et revoient le fond de leur positionnement d'une manière qui ne prête à aucune équivoque. Bill, quelle lecture faites-vous du contenu de ce discours royal qui pose de nouvelles bases en dénonçant les positions floues ou ambivalentes de certains pays autour de la question du Sahara? Vous attendez-vous à des changements sur ce dossier? Écoutez, je pense que le discours de Sa Majesté, même s'il incluait des angles nouveaux dans son langage, était très cohérent avec la position permanente qui est la main tendue à l'Algérie.
En ce qui concerne les avertissements de Sa Majesté à la communauté internationale, cette position s'est renforcée depuis que les États-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc pleine et entière sur son Sahara. En fait, Sa Majesté le roi exerce des pressions sur les pays européens qui n'ont pas pris position en faveur du Maroc sans pression du Royaume. D'ailleurs, il est fort probable que la pression portera ses fruits, tout comme la nouvelle position espagnole et celle de l'Allemagne. Le Maroc souhaite que les pays européens suivent l'exemple des États-Unis. Nous en verrons peut-être plus lors de la visite du président Macron au Maroc en octobre, selon ce qui a été divulgué. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant faire une courte pause et directement après, nous discuterons des autres développements qu'a connu le monde cet été. Restez avec nous. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission avec le Maroc depuis Washington. Notre discussion porte aujourd'hui sur les principaux développements qu'a connu le monde au cours de ces derniers mois. Dr Saïd Erekat, un autre événement majeur a eu lieu dernièrement. Il s'agit de la visite du président Biden en Cisjordanie et en Arabie Saoudite. Je suis sûr que vous avez suivi les détails de cette visite. Alors pensez-vous que cette tournée a ouvert un nouveau chapitre dans les relations des États-Unis avec l'autorité palestinienne? Et est-ce que le président Biden a réussi à renouer les relations avec l'Arabie Saoudite? Quant à l'autorité palestinienne, cela s'est certainement produit parce que l'administration américaine précédente n'avait aucune relation avec les Palestiniens ni avec leur autorité. Le fait que le président Biden s'y soit rendu et les ait rencontrés après son annonce des dons fournis par l'Agence d'aide aux réfugiés palestiniens et le geste qu'il a posé en se rendant à l'hôpital, tout cela constitue un soutien à l'autorité palestinienne restée en marge aux yeux des Palestiniens même et du Hamas et au niveau international. La visite de Biden a été un coup de pouce pour l'autorité palestinienne, mais en termes d'atteinte de l'objectif des Palestiniens, il y a eu un revers. Parce que le président Biden a essentiellement dit que le peuple palestinien méritait son propre État. Mais il a reconnu que le terrain n'est pas fertile pour le moment. C'était une déclaration décourageante. D'autre part, la visite de Biden en Israël a donné une forte impulsion au Premier ministre Yair Lapid. Même si Biden a évité de soutenir Naftali Bennett, la visite de Biden en Israël a été très réussie. Au Royaume d'Arabie Saoudite, Biden a pu obtenir une promesse saoudienne d'augmenter sa production de plus d'1 million de barils par jour, portant ainsi la production totale à 13 millions de barils quotidiens. Bill, vous suivez de près le dossier nucléaire iranien. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe au niveau des négociations? Nous lisons presque chaque semaine de gros titres qui annoncent la possibilité d'un accord, puis nous découvrons que cela ne s'est pas produit. Pensez-vous que nous parviendrons à un accord et sinon, pourquoi? We're at the end game of a negotiation that may or may not succeed. If they succeed, nous approchons de la fin des négociations, qu'elles réussissent ou échouent. Si elles réussissent, cela dépendra entièrement de l'Iran, car toutes les questions soulevées par les Iraniens disent que la balle est dans le camp américain, puisque ces questions sont toutes des ajouts à l'accord du point de vue américain. Pour cela, la position américaine entre les deux parties est engagement contre engagement. Mais la position iranienne dit que Trump s'est retiré de l'accord, dont nous aurions pu faire tout ce que nous voulions. Pourtant, nous n'avons pas violé l'accord, alors qu'en fait, les Iraniens violent l'accord en enrichissant des niveaux plus élevés d'uranium et en commettant d'autres violations. Il y a beaucoup de méfiance et bien sûr il n'y a pas de transparence totale, mais nous ne savons pas d'après les fuites de la presse iranienne quels sont les problèmes soulevés et quelle est la position iranienne en échange de la position des États-Unis. À cet égard, deux questions se posent. Les États-Unis peuvent-ils se retirer de l'accord comme l'a fait Trump? Et quel sera le statut des sanctions supplémentaires?
La réponse courte est que les sanctions associées à l'accord peuvent être levées, mais que d'autres sanctions prennent plus de temps. Il y a un autre problème, c'est qu'aucun pays ne peut être contraint indéfiniment à une position où il doit y avoir des moyens de sortir de tout accord. Mais un aspect des négociations de fond pourrait consister à trouver un coût pour les États-Unis suffisant pour éviter le retrait et instaurer la confiance entre les parties. Mais quelles sont les chances de parvenir à un accord? Je dis 60%, l'accord ne verra pas le jour à cause des Iraniens et 40%, l'accord sera conclu. Je connais bien Robert Meili. Il traite avec toutes les parties parce que l'Occident veut bien parvenir à un accord international. Saïd, une autre série de combats a éclaté à Gaza, cette fois entre Israël et le mouvement du djihad islamique. Il est intéressant de noter que le Hamas ne s'est pas joint à ces combats, alors pourquoi a-t-il reculé et qu'est-ce que cela signifie pour la situation politique à Gaza? Écoutez, je pense qu'Israël a réussi à creuser un fossé entre le Hamas et le mouvement du djihad islamique. Le Hamas s'est retrouvé responsable des citoyens. Il doit veiller à ce que les marchandises leur parviennent et à ce que des projets de construction aient lieu dans la bande de Gaza, sachant que toute confrontation avec Israël empêchera tout cela d'être atteint. Alors que le Hamas se considère comme un parti dirigeant des affaires de Gaza, il a abandonné le mouvement du djihad islamique. Ce dernier s'est battu seul pendant 3 jours et le Hamas n'est pas intervenu. Cela a laissé un sentiment d'amertume parmi les Palestiniens, parce qu'ils ont vu comment un petit groupe islamiste est en train de recevoir des raids de l'une des armées les plus puissantes du monde, sans l'aide d'aucune partie arabe. D'ailleurs, les combats auraient pu durer sans l'intervention égyptienne, qui aurait fait plus de morts parmi les Palestiniens. Cela était une bonne chose pour le Premier ministre d'Israël, Yair Lapid, parce qu'il semblait dire comme s'il était en campagne électorale. Je suis plus compétent et efficace que mon rival. Malgré l'absence d'un background militaire, je peux mener une campagne comme celle-ci, assassiner des dirigeants palestiniens et détruire des infrastructures à Gaza, ainsi qu'en Cisjordanie, en particulier à Jénine, où plusieurs bases du mouvement du djihad islamique se trouvent. La campagne était un message adressé aux Palestiniens par le Premier ministre israélien Yair Lapid, selon lequel, dans son rôle actuel de dirigeant du gouvernement, il peut prendre de telles mesures. Tournons-nous maintenant vers la Russie. Bill, l'invasion de l'Ukraine par la Russie continue de faire des ravages sur l'économie mondiale. La Russie a suspendu ses exportations de gaz vers l'Europe. Les prix de l'énergie y sont en hausse et l'industrie et les consommateurs en souffrent. En outre, l'approvisionnement alimentaire mondial reste tendu malgré la reprise de certaines exportations de céréales de l'Ukraine. Et il est clair que le président Poutine utilise l'énergie et la nourriture comme arme dans sa guerre contre l'Ukraine. Pensez-vous que ces moyens de pression réussiront à affaiblir le soutien de la communauté internationale à l'Ukraine? Dans la plupart des cas, il n'y arrivera pas, car il ne gagnera pas cette guerre, même s'il ne l'a pas perdue jusqu'à présent. Mais il n'en sortira pas vainqueur. En fait, il y a une énorme solidarité entre l'Union européenne et l'OTAN. Si l'Europe représente la communauté internationale, cette alliance restera cohérente pour de nombreuses raisons. Si vous allez dans des villes d'Europe et même des villages européens, vous allez trouver un grand nombre d'Ukrainiens. Et bien que les Européens paient plus de taxes sur les carburants, ils soutiennent les Ukrainiens au quotidien. Ils ne se soucient pas de l'absence d'un demi-million de touristes russes en Europe. Et je pense que la cohésion européenne restera.
Si vous jetez un coup d'œil sur la situation du carburant russe, vous constaterez que la Russie n'a pas arrêté tous les approvisionnements en gaz, car elle excluait la Hongrie. Il n'y a que deux pays qui dépendent fortement du carburant russe, à savoir la Tchétchénie et la Slovaquie. L'Europe les aidera, l'Italie aidera la France et cherchera à augmenter la production de carburant à travers la Libye et l'Algérie. Puis l'Allemagne a ses potentiels propres. C'est ainsi que l'on assistera peut-être à un rationnement de l'énergie en Europe l'hiver prochain et à une hausse des prix, mais l'Alliance restera cohérente car pour l'Europe et l'OTAN, la guerre en Ukraine est une guerre existentielle dans laquelle les Ukrainiens sont en première ligne. George, même question pour vous. Pensez-vous que le soutien de la communauté internationale à l'Ukraine va faiblir? Et quel sera l'impact sur la politique américaine si les républicains prennent le pouvoir au sein de la Chambre des représentants ou du Sénat en novembre? Well, once again, Adam, very good question. I do think that Putin has made a number of significant miscalculations. Bullying tactics often just C'est une make très bonne people want to question, push Adam. back. Je pense que le président russe a mal calculé un certain nombre d'affaires. Les has tactiques not done d'intimidation par la force is font convince résister the world tous that ceux Ukraine qui is the sont problem. He's right. exposés. Seems more like Ce que he's Poutine n'a pas fait, galvanizing c'est the convaincre le opinion monde que that he's the l'Ukraine était problem le here. problème. Il a fini par But convaincre it le does monde seem qu'il that he était just wants le to problème. bludgeon Ukraine Il and other semble nations qu'il into veuille accepting avaler his l'Ukraine et que le monde aggression. accepte cela. Je I ne don't pense pas think que cela that's sera actually réalisé gonna car work out il a very well. convaincu He's le mostly monde qu'il est en convincing train the de world jouer that un he's a rôle dangerous dangereux, mais rogue comment state ce point actor. de Then vue he's gonna changera-t-il stop. si But le how will this Congrès passera change if sous the domination congressional des leadership républicains? changes Je ne vois pas hands? beaucoup de changements And the parce answer qu'il is I don't existe see it changing fondamentalement un much, and this is consensus the reason I mondial think sur le that fait there's que le président russe essentially est le problème. universal Les agreement républicains peuvent s'inquiéter des dépenses lâches et de while the l'inflation GOP élevée. may Ils be ne veulent concerned about peut-être out-of-control pas spending and émettre high, de particularly chèques the en high blanc à inflation rates l'Ukraine, we mais see. je ne vois pas un seul And some don't républicain want to qui be veut voir la réussite de just Poutine. Les perpetually Américains sending a blank soutiennent check largement to l'Ukraine, Ukraine. quelle que soit leur I don't see affiliation anybody hoping politique. for Il peut Putin's y avoir success. I think différentes America's idées broadly sur la behind meilleure Ukraine, façon regardless of the d'atteindre party. l'objectif d'arrêter So there les may be avancées de differing Poutine, ideas as mais il n'y a how to pas de best désaccord fondamental sur accomplish the l'objectif goal of ultime et stopping sur le fait que Putin, but I don't Poutine see a soit l'acteur significant international disagreement about the abusif underlying et malveillant goal that sur Putin is the la bad scène actor internationale. on this international stage. Nous arrivons déjà au terme de cette discussion. En conclusion de cette analyse, je dirais que nous avons entendu des opinions très pertinentes sur les développements qu'a connus le monde au cours de ces derniers mois, et je voudrais ajouter ma propre vision. Je pense que la chose la plus importante qui a attiré mon attention lors de cette édition est ce que Bill Lawrence a dit concernant la stratégie marocaine sur la question du Sahara. Le Maroc a obtenu des États-Unis la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Le Royaume a clarifié ses attentes à l'adresse des autres pays d'une manière claire et concise, en précisant que soit il se tenait à ses côtés sans condition, soit il devait chercher d'autres partenaires. Nous avons vu des résultats tangibles dans les déclarations du Premier ministre espagnol, qui a précisé que le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, porté par la vision clairvoyante du souverain marocain, demeure l'unique et seule solution susceptible de clore définitivement le différend autour du Sahara marocain. Nous avons également vu l'Allemagne qui a complètement changé de position concernant le Sahara. Mais il y a aussi d'autres pays comme la France dont les positions sont moins claires. Je pense que le roi a bien fait comprendre à la France et aux autres pays qu'il ne peut y avoir d'ambiguïté et que le Maroc suit de près leur position et qu'il attend avec impatience qu'elles évoluent dans le bon sens. Ainsi, dans ce contexte, il sera vraiment intéressant de voir et de suivre les déclarations du président Macron, notamment lors de sa visite au Maroc en octobre prochain, car il devra savoir que le roi et tout le Maroc suivront de près ces déclarations. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait un changement dans la position française sur cette question du Sahara. Je tiens également à évoquer un autre point très intéressant qui a été mentionné dans le discours royal adressé à la nation à l'occasion du 23e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres.
Le roi Mohammed VI a appelé à l'opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme. Le souverain a également demandé que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiées à la promotion de ces droits, insistant sur la nécessité que la femme marocaine apporte son plein concours dans tous les domaines. En fait, il ne s'agit pas seulement d'un problème local, mais plutôt d'un enjeu international, parce que les femmes contribuent au développement de la société, et cela envoie un message à la communauté internationale que la femme marocaine est une femme moderne, indépendante et libérée. Je tiens à remercier nos deux invités, Saïd Erekat et William Lawrence. Je remercie également notre chroniqueur George Landrith. Merci à vous pour votre attention et rendez-vous la semaine prochaine. Je vous dis à très bientôt.